cette instabilité politique que l'on a déjà depuis un an et qu'on va se trimballer là par la suite, parce qu'il va falloir quand même qu'un gouvernement arrive à se former, quoi qu'il arrive, parce que même si on renvoie les gens aux urnes pour voter une nouvelle Assemblée nationale, on voit que la nouvelle Assemblée nationale n'aura pas non plus de majorité. En tout cas, ce n'est pas évident que demain, il y aura un parti majoritaire si on fait élire une nouvelle Assemblée nationale. Il semblerait qu'on rentre à peu près dans les mêmes résultats, avec un RN un petit peu plus élevé, un nouveau Front populaire un petit peu plus élevé et un centre un petit peu plus faible. Mais on n'aura toujours pas de majorité claire, a priori, à l'Assemblée si on fait réélire. Donc, on va continuer avec une énorme instabilité politique. Et le problème, c'est que derrière, ça crée une grande instabilité pour tout le reste. C'est-à-dire que les emprunteurs commencent à avoir quand même un petit peu peur. On voit que notre OAT monte. On a, Philippe parlait tout à l'heure des emprunts à 30 ans. Nous, on est aux alentours de 4,5, je crois, maintenant, à 30 ans. Notre OAT à 10 ans est au-dessus de l'Italie, et c'est normal, puisque l'Italie, elle, a fait le boulot et a tous les voyants économiques au vert, ce qui a peut-être énervé aussi un peu François Bayrou de voir qu'à côté, ils avaient fait le boulot, ils avaient tous les indicateurs économiques au vert, et en plus, ils mettaient un impôt maximum pour les riches étrangers qui viennent s'installer en Italie, hein, l'impôt maximum forfaitaire que payent les riches étrangers qui s'installeront en Italie, c'est 200 000 euros. Bon, c'est déjà pas mal, 200 000 euros. C'était pas 100 000, je croyais que c'était 100 000. Non, c'est 200 000. Ah, pas autant pour moi. C'est 200 000, oui. Ce qui est déjà pas mal aussi. Hein. Si tu dois payer 1 milliard d'impôts, tu payes 200 000 quand même. Donc, ouais, tu payes quand même 200 000. C'est un appartement tous les ans en impôts, c'est quand même pas mal. Et, mais ça a un petit peu énervé notre ami François Bayrou. Du coup, je sais plus. Mais donc, notre OAT, il a dépassé l'Italie, il a dépassé le Portugal. Sur 5 ans, on a dépassé la Grèce. C'est-à-dire que les gens qui nous prêtent de l'argent ont plus confiance dans la Grèce qu'en nous. C'est quand même, ça montre quand même qu'on va au-devant de sérieux problèmes. Quand les gens commencent à avoir plus confiance dans la Grèce qu'en la France, c'est qu'on va vers de sérieux problèmes. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on ait la possibilité qu'on ait les moyens de se taper une instabilité comme ça. Et le jour où... et ça va très vite, hein, l'augmentation... Je parlais d'une spirale à l'italienne en introduction, parce que c'est des choses qui vont très vite. Berlusconi ne voulait pas faire les réformes nécessaires, et en 15 jours, le taux d'intérêt italien est passé de 3 à 7. C'était en 2012, si je me rappelle bien. Il est passé de 3 à 7 en 15 jours. Et à ce moment-là, l'Italie ne pouvait plus rembourser sa dette. Et ce qui s'est passé, c'est que Berlusconi, qui était indéboulonnable, s'est fait éjecter de son poste de Premier ministre en 15 jours. Et l'Allemagne a désigné le Premier ministre de l'Italie en disant « ça sera lui ». C'est un des deux Mario, je ne sais jamais le... Draghi qui a fait le rapport l'an dernier hein, pour l'Union européenne, Mario Draghi. Voilà, qui a été désigné comme Premier ministre de l'Italie. On n'a pas réélu le Parlement, rien à faire. Le Parlement, il avait bien compris le message. Notre Premier ministre, ça sera lui, un pur techno, et il va faire les réformes qu'il faut, puis après on le dégagera, et on remettra un politique quand on pourra de nouveau valser. Mais pour l'instant, c'est sérieux. Et donc, je me demande si cette instabilité politique ne va pas engendrer une instabilité économique, avec également des gros problèmes pour nos banques qui sont gavées d'emprunts et nos assureurs qui sont gavés d'emprunts d'État français. Parce que si les taux montent, ça veut dire que les obligations qu'ont nos banques et nos assurances ont une valeur qui diminue. Donc, ça complique un peu leur vie. Ça va compliquer aussi l'épargne des Français. Et nos banques, elles ont aussi sans arrêt besoin de se refinancer pour pouvoir prêter de l'argent. Et si elles se refinancent à des taux plus élevés, puisque leur taux de référencement suit le taux de l'État, ça va devenir de plus en plus compliqué de prêter. Bref, on rentre dans une spirale extrêmement négative et je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre ça et qu'on ait le temps de se le permettre. Donc, plutôt, moi, j'ai l'impression vraiment du contraire. Et ce que je vois, c'est que la lumière au bout du tunnel, c'est de plus en plus les phares du FMI, quoi. Je vois vraiment plus comment on peut s'en sortir. Voilà. Donc, sur la partie instabilité politique qui devient
un choc bancaire et un choc de financement pour l'État. Qui veut enchaîner Philippe, Frédéric, Nicolas, lequel d'entre vous Alors, on parle de choc, choc de confiance, des phares de la locomotive du FMI qui nous foncent dessus et on n'a plus qu'à se coucher sur les rails en espérant qu'il n'y ait pas des systèmes un peu trop près du sol sous le train, où on sera complètement broyé. Je pense que ça fait partie du narratif de nous effrayer avec le FMI. Mais rappelons-nous que les pays qui font... Alors d'abord, il faut faire appel au FMI. C'est pas d'un seul coup le FMI qui dit « Ah, vous avez une trop mauvaise note, vous n'avez pas la moyenne, paf, je m'occupe de vous ». Il faut demander l'intervention du FMI. Alors, on peut se la faire imposer aussi par l'Europe ou... Il faut en faire la demande. Voilà. Alors après, on peut vous tordre le bras et vous êtes obligé de dire FMI au secours. Mais voilà. Bon, la France n'est évidemment en aucun cas dans une situation comparable à la Grèce. Elle est sur une mauvaise trajectoire. Si on continue comme ça, on peut continuer encore 5 ans avant que les choses soient vraiment inquiétantes. Moi, ce qui m'embête évidemment, c'est que l'exemple que j'ai en tête, c'est l'Argentine qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était la 6e puissance du monde, et puis qui, durant 50 ans, n'a cessé de se dégrader jusqu'à faire faillite. Ça a pris énormément de temps. C'est ce qu'on appelle effectivement une douleur sans fin, alors que les Britanniques, eux, préfèrent, comme on dit, une fin dans la douleur, c'est-à-dire une crise qui permet de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur de meilleures bases. Mais en France, en réalité, le personnel politique se gave tellement sur le dos des Français que si un jour on faisait appel à un FMI avec ces recettes que l'on connaît et qui sont très très amères, on sait que ça retirerait également le bol de punch pour tous ceux qui se rincent sur le dos des contribuables. Alors, qui se rince ? Il faut le dire. D'abord, les cabinets conseils américains. C'est des dizaines de milliards que ça nous coûte. Depuis 2017, le renvoi d'ascenseur de M. Macron envers McKinsey qui l'a aidé à gagner les élections, ce renvoi d'ascenseur, il est fantastique. C'est un ascenseur en or massif. Et ces cabinets conseils font, grosso modo, le travail que devraient faire nos énarques. D'ailleurs, ils sont toujours d'ailleurs à leur place, les énarques, mais ils n'ont plus qu'à regarder des vidéos sur Netflix pendant que McKinsey travaille. Donc, ça nous coûte très très cher. Il y a toutes les fameuses agences, comités d'experts, etc. On a compris que c'est du recasage des copains et des coquins. Bon, vous n'avez pas un président d'un de ces comités d'experts qui a un salaire à moins de 6 chiffres et 5 zéros. Pour rien faire, pour pas produire un seul rapport, etc. C'est pas contrôlé du tout. Et ces gens-là peuvent faire des voyages, tous les frais sont remboursés. C'est magnifique, mais à la sortie, personne ne contrôle ce genre de dépenses. On a les appels d'offres où quelques heureux élus arrivent à vendre à l'État qui passe commande des fournitures. On s'aperçoit qu'elles sont facturées 4 ou 5 fois le prix que n'importe quel citoyen lambda pourrait négocier. Bref, il n'y a pas un politique aujourd'hui qui voudrait que le FMI mette son nez là-dedans, parce que eux, ils vont perdre leurs pantoufles dorées et ils vont se retrouver en tongs. Donc, faut que ça continue comme ça. Et quand je vois aujourd'hui que la dernière émission de France Trésor, elle a été sursouscrite 4 fois, on voit bien que personne ne s'attend à ce que la France soit déclarée en crise et il n'y a absolument pas de perte de confiance pour l'instant de la part des créanciers. Au contraire, ils disent « Allez,
pourvu qu'effectivement on dise le plus grand mal de la France, de telle sorte que le rendement de l'argent que nous leur prêtons va augmenter, mais on est bien certain que derrière, l'État n'aura aucun mal à taxer, ponctionner, rincer le contribuable, le propriétaire immobilier, le chef d'entreprise. Il n'y a pas vraiment de doute. Voilà. Le FMI, il arrive quand, justement, on a épuisé tous les moyens de boucher les trous. Mais là, en France, on a encore une sacrée marge. Et puis voilà, ça y est, on les a désignés, hein, les responsables de la situation, les boomers. Donc voilà ce que ça donne. C'est des indexations des retraites, peut-être augmentation d'un point de CSG, des remboursements des médicaments, moindre prise en charge des longues maladies, de la dépendance. À partir du moment où on a convaincu qu'il y avait un coupable à la situation, qui n'est évidemment pas le gouvernement, qui n'est évidemment pas tous ces parasites qui nous sucent nos impôts, à partir du moment où on arrive à convaincre, grâce aux médias dont vous savez ce que je pense, convaincre qu'il y a un coupable, qui dit coupable dit punition. Hein, le méchant Poutine, hein, on en est à 18, voire bientôt 19 paquets de sanctions. Si le boomer, on arrive à convaincre l'opinion publique que c'est de sa faute, pareil, on va lui mettre 18, 19 paquets de sanctions. Voilà. Et ça, je crois que si vous avez une retraite actuellement, vous avez intérêt à faire. Vous allez vraiment vous prendre un maximum de taxes ou supplémentaires. Les boomers ont du patrimoine. Alors, on leur a prélevé 56% au cours de toute leur carrière, mais ils arrivent quand même, malgré tout, à avoir du patrimoine ou une entreprise à transmettre. C'est des riches. C'est des riches. Hein, on est toujours dans cette espèce de logiciel post-68 art. Les riches peuvent payer. Et on oublie qu'on est quasiment le seul pays du monde, peut-être à part la Corée du Nord, je crois que le taux d'impôt en Corée du Nord est bien inférieur à celui qu'on a en France. On est le seul pays du monde où on persiste à accroître la pression sur ceux qui gagnent de l'argent et qui ont réussi, malgré tout ce qu'on leur pique. Je ne dis pas aujourd'hui ce que l'on leur prélève, je dis qu'on leur pique leur pognon. C'est clair. Eh bien, s'ils ont réussi à accumuler du patrimoine, c'est injuste par rapport à ces jeunes qui commencent dans la vie, qui sont obligés d'être en location, en colocation, etc. Les jeunes, ils devraient tout avoir. Ils devraient tout avoir, la belle voiture, la maison, la résidence secondaire. Comment se fait-il que des gens qui ont travaillé toute leur vie aient plus que des gens qui débutent, ou plus qu'un punk à chien? Mais c'est ça la France aujourd'hui. Celui qui a plus qu'un punk à chien, il faut le lui prendre, parce que c'est une injustice sociale flagrante. Donc, tant qu'on a ce logiciel à la tête de l'État et que les politiques se disent puisque tout le monde croit qu'effectivement on peut résoudre les problèmes en taxant toujours plus les soi-disant riches, on continue. Mais que surtout le FMI ne s'en mêle pas, parce que la gamelle, pour l'instant, la nôtre, elle est bien remplie, et elle est remplie des impôts que l'on prélève ou que l'on pique dans la poche de ceux qui n'ont aucun moyen de reprendre en fait le contrôle démocratique. Et ça, c'est un autre problème majeur que l'on a, c'est que le contrôle démocratique de l'État a totalement échappé aux citoyens. Alors, si je comprends bien la pensée de Philippe, c'est en fait la situation n'est pas si grave que ça, du moins pour l'instant. On nous la présente comme excessivement grave pour réussir à nous faire les poches et on désigne nous faire les poches encore davantage. Et on désigne à la population le méchant qui est le boomer, à qui on va pouvoir du coup prendre un maximum d'argent. Est-ce que, j'ai vu que Nicolas allait parler, donc est-ce que Nicolas, tu as la même analyse? Alors, pas, sur certains points, oui, tout à fait, on va se rejoindre, mais pas tout à fait. Je suis pas super d'accord avec Philippe sur quand il dit que
ça va, on va pouvoir continuer d'emprunter. En fait, oui et non. Effectivement, le taux est pas super affolant, bien qu'il soit quand même supérieur à celui de l'Espagne et celui de la Grèce. Toutefois, la capacité de continuer à pouvoir financer de la dette via les obligations dépend drastiquement aussi de la note. Ça fait 2 fois d'affilée que les agences de notation nous mettent une note en disant OK, on met cette note-là, et en mettant en descriptif et en commentaire, normalement, ça devrait, entre les lignes, normalement, ça devrait être encore plus bas la note, mais on la met parce qu'on est sympa. Parce que c'est ce qui se dit en commentaire, quand ils mettent ils disent on met cette note qui est pas trop dégueu, mais en vrai ça devrait être 1 ou 2 crans en dessous. Typiquement, la note, elle conditionne la possibilité d'acheter pour les fonds ou pas. Il y a des fonds qui n'achètent plus ils n'ont plus le droit d'acheter. Ça varie leur part de mix entre obligations et autres types d'actions. Dans leur package et typiquement il y a des fonds qui ont interdiction d'acheter à partir d'une certaine note. Donc si on se fait trop dégrader, ça va arriver d'un seul coup en fait. Il y a une impossibilité de financer le roulement de la dette et ça va être compliqué. Et à partir de ce moment-là, ça risque d'être violent d'un seul coup. Mais effectivement, ce moment-là, on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'il va se produire. Donc je suis peut-être pas aussi optimiste que Philippe sur la capacité à continuer à pouvoir faire rouler la dette et pouvoir continuer de s'endetter. D'autant plus que... La BCE interviendra. La BCE, après, sûrement, peut-être, mais je suis un peu moins confiant, en fait. Je suis un peu moins confiant. On n'y est pas encore, mais si on continue économiquement et politiquement de montrer... du grand n'importe quoi en fait, du grand n'importe quoi. La note va finir par se dégrader en fait, concrètement. À un moment donné, ça, et pour moi, ça risque d'être violent. Et aujourd'hui, on n'a plus la capacité. La France, elle a toujours rassuré les investisseurs à ce niveau-là, parce que c'est un pays qui a une capacité énorme pour lever l'impôt. Le problème, c'est qu'elle lève déjà pratiquement 50% de son PIB en impôts, en fait. Les recettes du prélèvement obligatoire, c'est 48% du PIB. On est du mauvais côté de la courbe de l'affaire, en fait. Si on essaye de récupérer encore plus, ça va avoir un effet contre-productif, ça va faire baisser la recette. Et on va rentrer dans une spirale, dans un cercle vicieux en fait, qui va être autodestructeur de l'intérieur. Non, sur ce point-là, je suis un peu moins confiant que Philippe, voilà, qui avait l'air quand même confiant. Et après, je le rejoins parfaitement je pense qu'on a tous les quatre le même avis, ça a été dit un peu avant, mais il y a cette volonté, et ça vient de la part de tous les partis politiques, en fait, il y a cette volonté de désigner un groupe de personnes à qui dit c'est la faute de l'immigration, à qui dit c'est la faute des boomers, à qui dit c'est la faute des riches, des patrons, c'est jamais la faute du gouvernement, c'est toujours la faute des autres, oui, il s'évertue tous les politiques s'évertuent à essayer de monter cette partie du peuple contre cette partie du peuple, alors que effectivement le vrai problème en France, c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion. On a comme le dit Frédéric tout à l'heure, on est le recordman en prélèvement du monde en prélèvement obligatoire, et on est le recordman du monde en dépenses publiques et en dépenses sociales. C'est-à-dire qu'on est le pays qui dépense le plus au monde dans son service public et dans le social, et malgré ça, il y a une vingtaine de pays qui nous mettent à l'amende, qui mettent la misère à la France sur tous les critères sociaux, que ce soit l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, le niveau d'éducation, le taux de pauvreté. Il y a une vingtaine de pays qui sont meilleurs que nous et qui prélèvent beaucoup moins, jusqu'à littéralement 3 fois moins. Singapour nous met la misère sur absolument tous les critères, ils prélèvent littéralement 3 fois moins. 15,5% le taux de prélèvement à Singapour, et ils nous mettent la misère sur tous les points, tous, de la santé jusqu'au taux de pauvreté. Oui, non, mais c'est... Et c'est vrai que... Mais c'est la faute des boomers, ou c'est la faute de l'immigration, ou c'est la faute de... Ben non. Bayrou nous l'a dit, c'est les Français qui ont trop dépensé, c'est pas l'État. L'État, il est nickel, c'est une jolie petite pois blanche. La dette, c'est les Français, c'est fantastique celle-là. C'est la faute des Français. C'est incroyable. Mais par contre, là où je rebondis avant de passer la parole à Frédéric, c'est que la faillite, ça se fait lentement au début et brutalement à la fin. C'est-à-dire que la baisse se fait lentement et tout d'un coup, ça se fait brutalement. Et ce qu'on a vu avec Berlusconi, c'était une Italie
qui décrochaient lentement. Mais encore une fois, passer de 3% de taux d'intérêt à 7%, ça s'est fait en 15 jours. C'est-à-dire que Mais ça fait 40 ans que la France décroît. Ça fait 40 ans que la France décroît, qu'on vit sur notre richesse d'il y a 40 ans et qu'on décroît petit à petit. Ça fait 40, 50 ans. La France, c'était le 2e PIB du monde il y a 50 ans. Le deuxième pays du monde. Et aujourd'hui, on est numéro 8. Ça fait 50 ans qu'on utilise la richesse qu'on a acquise pendant les 30 glorieuses, pendant la reconstruction, on est devenu super riche, on s'est dit, ça y est, on peut faire du social, distribuons. Et ça fait 40 ans qu'on distribue, qu'on fait pas attention, qu'on gère comme des nuls, en fait. Et ben là, on approche ce que disait Philippe, ça a mis 70 ans pour l'Argentine avant d'exploser. Et il faut voir que la France, ça fait 40, 50 ans que ça va plus. En difficulté, oui, je suis d'accord. Alors, quel est, Frédéric Doué, quelle est votre vision de la chose? Est-ce que l'instabilité politique va peser réellement, va créer un choc bancaire ou du moins un choc sur nos taux d'intérêt? Ou est-ce qu'on est plus sur une musique? Ça probablement, je ne suis pas hyper spécialiste de ces... Je suis pas hyper spécialiste de ces questions-là, mais globalement, je vous rejoins. Je rebondis sur ce que disait Nicolas à propos de notre système fiscal. Je pense qu'en fait, on meurt à petit feu du fait que les technocrates français, si vous voulez, ont une vision dogmatique de la fiscalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de pragmatisme. Ils sont persuadés qu'il suffit, si vous voulez, mécaniquement de doubler le taux d'un impôt pour que ça rapporte 2 fois plus. Et ça, Ça, c'est ce qu'on lit dans les livres. Mais en pratique, moi, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. En matière fiscale, 1 + 1, ça fait rarement 2. Et il y a tout un tas d'exemples, si vous voulez, dans lesquels, ou en France, quand on a augmenté les impôts, on s'est aperçu, c'est la courbe de l'affaire qu'on a évoquée tout à l'heure, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est contre-productif. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelque temps avec Gabriel Zucman à l'issue d'un débat sur sa fameuse taxe. Et je lui disais, et puis il y a quand même un problème, si vous voulez, c'est que quand on cible les hyper riches, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui sont très mobiles, parce que plus vous êtes... L'immobilier représente une part faible de votre patrimoine. Donc, si votre fortune est essentiellement mobilière, vous êtes mobile dans un monde ouvert. Et il me soutenait le contraire. Alors, ce qui est factuel, si vous voulez, si on regarde autour de nous ce qui se passe sans aller très loin, regardez ce qui s'est passé en Norvège, regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni lorsqu'ils ont voulu mettre un gros tour de vis ou un petit tour de... D'ailleurs, peu importe, toujours est-il que ça s'est accompagné d'un exil massif des gens très très fortunés de ces pays. Et donc c'est contre-productif dans la mesure, si vous voulez, où ces gens-là ne paient plus d'impôts sur le revenu, ne consomment plus, n'emploient plus de salariés, etc., etc. Donc vous voyez, quand on entre dans ce système-là, on est dans une spirale descendante qui est très mauvaise. On a des exemples qui sont carrément... En France, vous savez, la taxe sur les yachts qui a été instituée, alors ça concerne très très peu de contribuables, mais c'est quand même symbolique et c'est quand même révélateur de ce qui se passe. On s'est aperçu qu'en fait, il y avait quasiment plus de yachts immatriculés en France, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il doit en rester 1 ou 2. C'est comme les jets. Tout le monde est allé s'immatriculer ou en Espagne, enfin bref, partout ailleurs, sauf qu'en France. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une pénalisation de tous les acteurs de ce domaine-là, c'est-à-dire tous les qui participent à l'affrètement des bateaux, à leur entretien, etc., etc. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette logique purement mathématique et vraiment dogmatique de la fiscalité pour revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique et d'efficace. En réalité, il ne faut pas être contre l'impôt, personne n'est contre l'impôt, il faut juste rechercher, être pour l'efficacité, pas pour des mesures totalement dogmatiques et totalement déconnectées de la réalité. Mais d'ailleurs, on voit, pour rebondir un peu sur ce que disait Bayrou sur l'Italie, l'Italie a dit tout simplement, moi je préfère avoir des milliardaires qui viennent s'installer chez moi, même s'ils payent que 200 000 € d'impôts par an, ce qui est déjà totalement gigantesque, mais même s'ils ne payent que 200 000 € d'impôts par an, ils vont venir chez moi et puis ils vont investir dans des entreprises chez moi et ils vont faire marcher mon économie. C'est le raisonnement italien. Et vous avez une influence actuellement de milliardaires à Milan. Donc Milan, c'est la capitale économique de l'Italie.
vous avez une affluence de milliardaires, mais gigantesque dans les beaux quartiers de Milan, parce qu'ils se sont fait chasser d'Angleterre. Hein, l'Angleterre, depuis plus de 200 ans, avait une loi qui permettait de faire en sorte que tout l'argent que vous gagniez hors d'Angleterre, vous ne payez pas d'impôt dessus, si vous étiez étranger, hein, si vous n'étiez pas anglais. Tout l'argent, et c'est pour ça que l'Angleterre avait des acteurs comme Christian Clavier, des chanteurs comme Jean-Jacques Goldman, et puis des milliardaires qui venaient s'installer en Angleterre parce que vous viviez à Londres, c'était plutôt agréable, et votre argent, vous le receviez en France par la SACEM ou dans d'autres pays, et vous n'aviez pas d'impôt à payer dessus, donc c'était plutôt agréable. Et du coup, l'Angleterre avait beaucoup de milliardaires qui s'installaient en Angleterre grâce à ça. Mes associés sont allés en Angleterre. Je suis le seul couillon qui est resté en France, en fait. Hein, voilà, c'était un bon système. Mais du coup, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, de milliardaires, d'acteurs, de chanteurs, etc., qui s'installaient en Angleterre pour ça. Et les travaillistes, en août de l'année dernière, ont eu la bonne idée de dire non, fini, on va les faire payer. Ils vont payer davantage, ils vont payer. Donc, ils ont pris un tableau Excel, comme vous l'expliquiez. Ils ont pris un tableau Excel en disant on va leur faire payer 3 fois plus. Et du coup, nous, ça va nous faire 3 fois plus de sous. Et le résultat, c'est que tous les milliardaires sont partis. Enfin, ils partent, mais vraiment en nombre extrêmement conséquent. Extrêmement conséquent. Et pour les finances britanniques, ça va faire finalement moins d'argent que ce qu'ils avaient avant. Ils vont gagner moins d'argent qu'avant, c'est merveilleux. Et ces milliardaires cherchent un endroit où s'établir et ils partent en Italie. Ils bénéficient des 200 000 euros de taxes qu'il y aura en Italie. Et vous citiez la Norvège, c'est la même chose. La Norvège a eu l'excellente idée de dire. Et je veux dire, tout ça, quand on parle avec, si vous voulez, tous ceux qui ont une vision très dogmatique de toutes ces questions-là, ils ne supportent pas d'entendre ce qu'on dit, parce que ça, c'est factuel. Oui, c'est très net, quoi. La Norvège a voulu faire un impôt sur ses riches. Voilà, ils sont tous partis. Ils avaient déjà un ISF, en fait, ils ont juste voulu l'augmenter de 0,1%. Ouais. Quand vous partagez une indivision, vous avez un droit de partage. Bon. Il y a quelques années, le législateur s'est mis, il manquait je ne sais pas combien de millions comme chaque année, il s'est mis en tête de doubler le taux du droit de partage en se disant ça va rapporter 2 fois plus. Ça a été juste l'inverse. Oui, c'est ça. Les gens sont partis. Par contre, Frédéric, parce que vous êtes professeur de fiscalité, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Il y a un truc, parce que, pour moi, c'est tout à fait logique. Hein, je veux dire, j'ai étudié l'économie, j'enseigne une matière d'économie, mais rien à voir avec la fiscalité. Mais par contre, j'ai jamais vu nulle part dans aucune doctrine économique que multiplier un taux par 2 revenait à avoir des recettes multipliées par 2. Moi, ça m'horripile quand je vois, par exemple, la LFI qui présente un plan qui multiplie un taux par 15 et qui pense que la recette va faire x 15. Mais il n'y a aucune doctrine économique, à ma connaissance, qui dit que c'est proportionnel. On est d'accord. Ça sort du chapeau. En France, nous avons l'exemple que la hausse d'une taxe peut rapporter de façon purement mécanique 2 fois, 3 fois, 5 fois son rendement initial. Prenez par exemple l'abonnement à l'électricité. Vous doublez, vous triplez, vous quadruplez le coût de l'abonnement, vous quadruplez les recettes. Les gens ne vont pas arrêter de consommer de l'électricité. Oui, c'est contraint dans ce cas-là. Je plaisante, mais pour effectivement un logiciel LFI, l'exemple justement de la taxe sur l'abonnement au gaz ou à l'électricité, ils pensent que ça fonctionne comme ça pour le reste. Il n'y a aucun économiste qui peut soutenir ça, en fait. Je ne comprends pas, moi, en fait. C'est démagogique. Puis, de toute façon, c'est toujours bien de pointer du doigt les boomers, ceux qui ont de l'immobilier, etc., etc. Puisque, par définition, le bon impôt en France, c'est celui qui est payé par l'autre, par votre voix. Donc, c'est pour ça que ça marche et qu'il, malgré tout, il continue quand même à avoir un certain auditoire.